rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes un lendemain de fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste, qui s'est fêtée au Québec sous l'eau dans certaines régions, mais qui s'est fêtée quand même. Puis le lendemain de Saint-Jean, c'est toujours un moment pour contempler un peu où est rendu le Québec dans sa quête identitaire, dans ses projets, dans ses défis. Content de faire ce bilan avec Philippe Lorange, qui est en studio avec moi. Bonjour Philippe. Oui, bonjour, ça va bien. Ça va très bien. Merci. T'as fêté ça fort en fin de semaine? Quand il pleuvait dimanche 23, non, pas vraiment. Mais hier, j'étais au Parc Maisonneuve à Montréal. Oui. Et donc, c'était quand même très réussi comme organisation. C'était vraiment plaisant. Il y avait beaucoup de monde en plus. Oui, j'ai pu voir ça. J'habite absolument dans le coin. Donc, une marée blanche et bleue qui défilait avec un temps qui était plus clément, finalement. Oui, ça, on a aimé ça, oui, absolument. Voilà. Donc, il y avait des grands artistes comme justement Daniel Lavoie, Claude Dubois et plusieurs autres. Et donc, justement, ça me faisait réfléchir, quel est l'avenir national du Québec? C'est une grosse question. Oui, absolument. Et je ne peux pas y répondre complètement. Mais si on peut quand même se forcer un petit peu à la réflexion, on voit que depuis quelques mois, un an, comme de fait, ça bouge beaucoup dans les plaques tectoniques de la politique québécoise, puis aussi de la conscience collective. Donc, on le voit avec la montée du Parti québécois, l'option indépendantiste retrouve de la vigueur également. Donc, on peut se poser la question, d'où est-ce que ça vient tout ça? Moi, je remonterais pas si loin que ça. Il y a 30 ans en arrière, en 95, c'est le dernier référendum qui a passé très proche d'une victoire du oui. Et donc, étant donné que ça s'est soldé par la défaite du oui, je pense qu'il y a eu une sorte de coma dans la conscience collective. C'est-à-dire qu'une sorte de déprime, parce qu'on s'est dit, on a fait la révolution tranquille, on a réalisé beaucoup de choses, on a fait 2 référendums, puis là, finalement, ça n'a pas abouti, si vous voulez, au désir d'achèvement des Québécois, c'est-à-dire à ce qu'aurait dû être le destin naturel qui était vu dans les grands romans, chez les grands intellectuels, on voyait la souveraineté comme l'aboutissement, si vous voulez, de la Révolution tranquille. Finalement, ça n'a comme pas eu lieu. Donc, c'est comme si quelque chose d'anormal s'était passé en 95, puis ça a suscité une sorte de déprime collective. Ouais, ça s'est effondré, là, juste au moment, l'apogée, si on veut, de tout ce qui s'était vécu au Québec. Ça aurait dû être le dénouement, comme tu le dis, mais ça a été interrompu. Absolument. Puis dans les années qui ont suivi, les contextes ont été gâchés parce qu'on sait que Lucien Bouchard avait eu un contexte dans les années qui ont suivi. On sait que Lucien Bouchard a succédé à Jacques Parizeau comme premier ministre du Québec. Et il y avait une conjoncture qui se dessinait pour qu'il refasse un nouveau référendum quelques années après, mais il a pas pris l'occasion. Également, 10 ans après, en 2005, il y a eu le scandale des commandites. Et la souveraineté montait dans les sondages jusqu'à 52-55%. Mais là, à l'époque, c'était Jean Charest qui était au pouvoir. Donc, difficile d'organiser un référendum. Oui, effectivement. Et donc, ces années-là, c'est des conjonctures ratées pour toutes sortes de raisons. Puis c'est comme si on entre dans les années 2010 dans une période un peu d'errance, je veux dire. Pourquoi? Parce que là, on entre dans 15 ans après le dernier référendum. Puis, moi, je me souviens très bien, quand la CAQ a été créée, François Legault, qui était quand même un souverainiste pressé quand il était péquiste, disait, regardez, là, on a des enjeux comme éducation, santé, environnement, économie. Et la souveraineté, on voit pas quelle en est l'urgence. On voit pas quelle est l'urgence de parler de ces enjeux-là. Donc, c'est pour ça qu'il avait créé la CAQ. Il disait, regardez, là, on a des problèmes, les urgences débordent, les gens n'ont pas de médecin de famille, les écoles, ça n'a pas de maudit bon sens. Donc, il disait, là, il faudrait parler d'abord de ces enjeux-là concrets de la vie de tous les jours avant de parler des grands enjeux souveraineté, fédéralisme. Et donc, c'est comme ça que les années 2010 se sont passées. C'est comme des années d'errance où on dit, là, on voit plus trop la raison de toujours parler d'indépendance alors que ça aboutit pas, il n'y a pas de nouvelle négociation, il n'y a rien. Mais là, heureusement, la CAQ est arrivée au pouvoir puis ils ont tout réglé ça. Santé, éducation, transport, tout est réglé maintenant, paradis sur terre. Non, peut-être pas. Mais c'est ça, mais moi, il y avait un mot de Martine Ouellette que j'aimais bien. Elle disait, tu sais, justement, la CAQ disait, il faut faire le ménage avant de reparler de souveraineté. Là, c'était les mots de la CAQ dans les premières années. Il faut faire le ménage d'abord. Mais comme elle disait Martine Ouellette, le propre du ménage, il est toujours à refaire. Ouais, c'est bien dit, c'est bien dit. C'est ça, il y a toujours des choses à régler, il y a toujours des problèmes qui émergent. Tu sais, si tu règles un problème en santé, il y a un nouveau qui apparaît. La même chose en éducation, n'importe quoi. Il y a toujours des nouveaux problèmes qui apparaissent. Il y en a d'autres qui se règlent pas, qui font toujours s'envenimer d'année en année. Donc, c'est pas un bon argument de dire qu'il faut faire le ménage avant de reparler de ces enjeux-là. D'autant plus que, justement, comme tu dis, en 2018, la CAQ arrive. Puis là, je pense qu'on se débarrasse d'un héritage empoisonné avec les libéraux, 2003-2018. Il y a toujours des scandales de corruption, on perdait des sièges sociaux, on n'avait pas l'impression d'être dirigé par des gens qui étaient là, tant là pour le bien commun.
du moins selon moi. Et donc, depuis 2018, c'est comme si, François Legault, c'est un homme qui est plus fier d'être québécois, qui ramène quelque chose de plus sain dans la nation québécoise. Mais là, on se rend compte, 5 ans après, en 2023, on se rend compte qu'il y a des insuffisances à l'autonomisme. Pourquoi? Parce que là, il y a des crises qui s'accentuent, des tensions qui s'amplifient entre le fédéral et le Québec sur des enjeux importants. Puis je pense pas que c'est voulu par Justin Trudeau ni par François Legault. Je pense pas qu'ils font exprès pour casser le Canada ou pour susciter un emballement pour le mouvement indépendantiste. Parce que c'est sur des enjeux sur lesquels François Legault était de bonne foi pour faire vraiment avancer le Québec, la nation québécoise. On voit que ça ne fonctionne pas. Par exemple, la laïcité. Il y a une ligne de choc très claire entre le Québec et le Canada sur la laïcité. Oui. Plus ça va en Cour suprême dans pas longtemps. Financé par le fédéral, qui finance, je rappelle, avec l'argent de nos taxes et de nos impôts, finance le fait d'aller contester une loi votée démocratiquement à majorité par le Québec. On aime ça. Je veux dire, c'est beau, tout est dit. Ouais, on aime ça au Québec, absolument. Mais comme tu dis, c'est ça, c'est quand même incroyable. Heureusement, grâce à Frédéric Bastien, les villes du Canada anglais n'ont pas le droit de financer la contestation. L'autre chose sur la loi 96, c'est, encore une fois, la loi 96 qui est censée protéger le français. Là, le Québec est largement majoritairement en faveur de cette loi-là, alors que ça se peut très bien qu'en Cour suprême, on casse ça encore une fois ou qu'on la vide en partie. Sur d'autres questions comme l'immigration. Là, les seuils qu'on reçoit en termes d'immigration temporaire, comme on voyait récemment, on approche les 600 000 temporaires. Ah non, c'est énorme. Alors qu'il y a comme juste quelques années, même pas, on était à beaucoup moins que ça. Et on n'a pas construit là, des centaines de milliers de logements là, quand même pour tout accueillir ces gens-là. Donc, comme moi je le dis souvent, c'est ni bon pour la société d'accueil, ni pour les nouveaux arrivants eux-mêmes, qui, eux, se font une idée d'un Québec puis d'un Canada qui est accueillant puis qui est facile d'accès à la propriété, facile d'avoir un logement. Donc là, ça met toute une pression sur les logements, une pression sur les services comme éducation, santé. Ouais. Et ça ne tient plus, en fait, parce que là, le Québec n'est jamais écouté dans ses demandes. T'sais, à chaque fois, François Legault, puis même le Parti québécois et d'autres, demandent à baisser les seuils pour dire, regardez, là, ça respecte pas nos capacités logistiques, on peut pas intégrer ces gens-là, avec ces seuils-là, ça ne fonctionne pas. Et le fédéral, à chaque fois, s'en fout. Ils vont juste dire, on va créer un comité pour en parler, alors que ça fait quand même des années qu'on en parle. Ah oui, puis ils ont, dans plusieurs de ces dossiers-là, ils ont une responsabilité claire, nette et précise. Je veux dire, elle est écrite. Quand on parle des demandeurs d'asile qui arrivent, le Québec reçoit la majorité, ou reçu pendant très longtemps la grande majorité des demandeurs d'asile qui venaient à l'invitation, je rappelle, de Justin Trudeau qui avait proclamé que les frontières du Canada étaient ouvertes, puis venez à nous sommes ouverts, nous pouvons tous vous accueillir. Le fédéral a signé l'entente sur les tiers pays sûrs qui permet aux gens de venir demander asile au Canada et devrait donc assumer l'entièreté de la facture. Quand Québec arrive avec une facture, ils font... Ouais, là, c'est comme si on écoutait un épisode de la guerre des enchères, puis ils sont comme, ouais, ça vaut, vous demandez 1 milliard, on peut vous donner 100 millions. Ça va être tout ce qu'on peut vous donner pour ça, c'est trop cher, mais c'est leur responsabilité. Ils sont censés payer l'entièreté de cette facture-là qui est assumée par le Québec du coût de recevoir ces gens-là, mais ils ne le font pas. Non, absolument. Donc, ça devient, comme tu le dis, une espèce de nouveau moteur. Tu parlais de contexte, tu parlais de momentum pour tenir un référendum. En ce moment, même si la souveraineté comme projet n'a pas nécessairement encore le 50% psychologique d'un sondage, on dirait qu'il y a une tendance quand même. Oui, mais Alexandre, justement, je te ferais remarquer que historiquement, le oui dans les sondages, t'es très rarement majoritaire à 50% plus 1. Même en 95, là, alors qu'il y avait tout un contexte autour de l'accord du Lac-Meach, l'accord du Lac-Charlottetown. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'était des accords pour intégrer le Québec dans la Constitution canadienne, qu'on n'a encore jamais signé. Et donc, le Québec avait mis ses conditions pour dire, si vous acceptez nos conditions, le Québec va accepter de signer la Constitution canadienne. Et donc, vu que ça l'a avorté, ces deux projets-là, ça avait créé tout un momentum, comme tu dis, pour l'option indépendantiste. Et même malgré ce momentum-là, dans les sondages, l'option du oui, ça tournait autour de 40%. C'était pas si élevé que ça. Ouais. C'est pendant la campagne référendaire que les appuis montent. C'est surtout à ce moment-là. Puis ce qui a fait monter les sondages, c'est notamment le fait de nommer Lucien Bouchard comme négociateur en chef. C'est tout ça des ratés du camp fédéral, des choses comme ça. Donc, même si le Parti québécois arrivait au pouvoir, par exemple, avec 40% d'appui à la souveraineté, faudrait pas si s'inquiéter que ça, je crois. Le oui peut très rapidement augmenter. Puis, justement, moi, on parle d'un momentum, mais je pense qu'il va s'amplifier d'année en année, parce que là, les crises s'accentuent constamment.
À un moment donné, on parle plus juste d'identité puis de français ou de laïcité. Là, on parle carrément de services, les services en santé et en éducation, le logement. Les gens n'arrivent plus à se loger. L'itinérance explose à Montréal. Et c'est lié au seuil d'immigration qu'on reçoit. Ouais. Puis quand on dit ça, tu sais, moi j'entends Marc Miller et d'autres dire vous cassez du sucre sur le dos des immigrants. C'est n'importe quoi. Ben, C'est pas du tout François ça. Legault n'a pas été habile. On va se Ah oui, le c'est sûr, dire. non. 100% de la crise du logement, c'est les immigrants. C'est non seulement faux, mais c'est malhabile. C'est vrai que c'est une des plus grandes causes. Dis pas 100%. C'est quoi ces statistiques-là, François? Qu'est-ce que tu fais? T'sais? Non, c'est vraiment... C'est ouvrir la porte à ces critiques-là. Moi, je l'ai trouvé malhabile là-dedans. Là-dessus, c'est plate parce que ça donne des munitions à Mark Miller. Non, ça je comprends, mais en même temps, tu regardes, mettons, la hausse des logements, c'est un peu partout en Occident. C'est vrai. États-Unis, France, la hausse des logements, c'est un peu partout. L'inflation, de manière globale, c'est un peu partout en Occident. Mais quand on regarde, par exemple, la courbe Canada, c'est vraiment exponentiel. Là. On parle de plusieurs fois plus rapide comme inflation des logements que des pays comme États-Unis, France, qui sont comparables à notre pays. Ouais. Donc, c'est sûr, moi, comme je te dis, mais je suis d'accord pour dire que c'est pas 100% l'immigration. Là. Non. Mais c'est un facteur qui aggrave parce que, nécessairement, si la demande explose, mais que l'offre demeure pas mal la même, ben c'est sûr que c'est clair, les lois du marché sont tout le monde les connaît là. Ouais, puis c'est certain que c'est pas quelque chose qui va aller en s'améliorant. Philippe, on pourrait parler longtemps de tout ça parce que le destin du Québec, je pense que c'est un sujet qui est fascinant, tu sais, vers quoi nous dirigeons-nous. Reparlons-nous, je pense, absolument, oui. dans un prochain épisode de tout ça. C'est un sujet qui vaut la peine de continuer à être exploré. Merci. Merci.